Le couvent de Malone est vendu, les sœurs Clarisse devront avoir quitté les lieux pour le 31 août. Michel Martin aussi, Benjamin Braun est sur place. Des commerçants bruxellois disent avoir été menacés par des syndicalistes. S'ils ne ferment pas leurs portes lundi, jour de grève tournante, leur magasin sera saccagé. Nouvelle bavure policière aux États-Unis. Un policier blanc a une fois de plus abattu un Afro-Américain désarmé en Arizona. Les Américains en colère sont encore descendus dans la rue. À la veille de sa grande tournée Saint-Nicolas, rend visite aujourd'hui aux écoliers, l'occasion de vérifier si tout le monde a été bien sage. Et en guise de cadeau, une rencontre dans ce journal avec M. Pokora, le chanteur, prépare un album et une tournée. Il sera notre invité tout à l'heure. La météo, le ciel sera nuageux cet après-midi avec l'arrivée de la pluie par l'ouest, les températures de 1 à 6 degrés. Bonjour à tous et tout d'abord cette information tombée en toute fin de matinée. Le parquet d'Arlon s'exprimera cet après-midi dans l'affaire de la disparition et de la mort de la jeune Béatrice Berlaymont. Bonjour Olivier Pierre, vous êtes avec nous en direct par téléphone. La justice souhaiterait visiblement communiquer un nouvel élément à la presse. Écoutez, le parquet d'Arlon avait prévenu qu'il ne communiquerait plus sur l'affaire Béatrice tant qu'il n'y avait rien de neuf. Or, une conférence de presse est prévue cet après-midi au palais de justice d'Arlon, ce qui pourrait laisser entendre qu'il y a du nouveau. Ou alors, il s'agit peut-être pour le parquet d'évoquer une autre affaire qui vient de se produire à Arlon. Hier soir, en effet, une jeune femme de 23 ans a été agressée par un homme armé d'un couteau alors qu'elle rentrait chez elle en voiture. Le malfrat l'a bâillonnée et ligotée, puis enfermée dans sa voiture. La jeune femme a finalement pu s'enfuir et prévenir la police. Alors le parquet veut-il préciser le lien éventuel avec le meurtre de Béatrice ou au contraire contredire cette information relayée par certains médias ce matin? On en saura plus vers 15 h, heure prévue pour cette conférence de presse de Sarah Paulet, la magistrate de presse du parquet du Luxembourg. Merci beaucoup Olivier pour ce point en direct d'Arlon. C'est demain qu'auront lieu à Arlon justement les funérailles de Béatrice Berlaymont. Depuis la découverte lundi du corps de la jeune fille de 14 ans, les collaborateurs de Child Focus croulent sous les appels de parents inquiets, des parents qui s'interrogent aussi sur la façon d'aborder ce sujet avec leurs enfants. Arnaud Gabriel, Catalina Jacob. Child Focus, bonjour. C'est ici que Child Focus centralise tous les appels de sa ligne d'urgence. Mireille est l'une des responsables et depuis plusieurs jours, le téléphone ne cesse de sonner. Effectivement, les parents appellent, ils sont inquiets, ils veulent des informations. Et donc, il y a une recrudescence de nos appels à la hotline. Mais je comprends que vous soyez inquiète, madame. Je comprends vraiment très fort. Tous les appels de parents inquiets sont traités de la même manière, avec énormément d'attention. En fonction de la situation, les parents sont ensuite redirigés vers des conseillers ou des psychologues. Je pense qu'il ne faut pas rester seul avec ses émotions et ses angoisses en tant que parent. Il faut pouvoir les partager. Il n'y a rien de pire que de rester seul avec ça parce que du coup, ça, quelque part, ça prend de plus en plus de place dans la tête et dans le cœur des gens. En parler entre adultes est important, mais il ne faut pas sous-estimer le dialogue avec les enfants qui vivent tout cela très différemment. C'est vraiment important en fait de demander à l'enfant d'expliquer comment lui pense que les faits se sont passés, comment il interprète les choses. Parce que parfois il y a vraiment une distorsion, parfois très grande entre les faits et comment l'enfant interprète les choses. La disparition de Béatrice Berlaymont a suscité énormément d'émoi dans la population. Une mobilisation jugée sans précédent par Child Focus. Particulièrement sur les réseaux sociaux où l'avis de disparition a été vu plus de 1 300 000 fois et a été partagé par plus de 65 000 Belges. Donc c'est absolument énorme. En 2013, 1551 disparitions ont été comptabilisées par Child Focus. 282 d'entre elles étaient considérées comme inquiétantes. Le couvent de Malone a donc été vendu. L'agence immobilière confirme que le couvent des sœurs Clarisse a trouvé acquéreur. Elles devront donc avoir quitté les lieux pour le 31 août 2015. Bonjour Benjamin Braun. Ça veut dire que l'ex-femme de Marc Dutroux, Michel Martin, va elle aussi devoir déménager. Bah oui, le 31 août 2015, c'est la date conclue entre les sœurs Clarisse et le promoteur qui vient d'acquérir cet immense bâtiment de plus de 2000 mètres carrés pour une somme avoisinant les 950 000 euros, sans doute un petit peu moins, et qui compte le transformer en habitat groupé, une douzaine de logements dans les tout prochains mois, sans doute dans les prochaines années, puisqu'il y a énormément de travaux à faire évidemment pour remettre le bâtiment
aux normes. La vente fait donc l'objet actuellement d'une offre ferme et définitive, même si le compromis n'a pas encore été signé, mais ce serait une question de procédure. En à peine 2 mois, conclure une pareille transaction, c'est tout à fait exceptionnel, record pour ce type de bien, mais la médiatisation qui a été faite autour de la vente du couvent a sans doute permis d'accélérer les choses. Le 31 août 2015, les sœurs Clarisse vont donc déménager vers leur nouvelle résidence à Bruxelles. Michel Martin doit elle aussi impérativement trouver un nouveau domicile, peut-être ici à Malone. C'est la rumeur qui court déjà depuis plusieurs mois, puisque c'est l'une des conditions à sa remise en liberté. Merci beaucoup, Benjamin. Lundi, Bruxelles et les deux Brabants, wallons et flamands, tourneront donc au ralenti. Une nouvelle grève tournante qui s'annonce déjà très dure selon la Libre Belgique. Des syndicalistes auraient même menacé des commerçants bruxellois de saccager leurs magasins s'ils ne ferment pas boutique. Les syndicats se disent surpris par ces accusations. Alexandre Carrette avec Elisabeth Wouters. Menaces, intimidations, les petits commerçants ont reçu une visite parfois musclée des syndicalistes ces derniers jours. L'intimidation, oui, pour certains qui passent ici, ils le font, à saccager les magasins, à essayer vraiment de dire on va tout casser, que ce soit les volets, ou vous mettre en file et vous empêcher de faire passer la clientèle. Ce comportement scandalise les employés et les gérants qui ont décidé d'aller travailler ce lundi. Pour les gens qui veulent travailler, je trouve ça pas bien parce que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut et ouvrir quand il veut. Je trouve que tout le monde a ses droits ici en Belgique pour commencer à travailler, même qu'on est syndiqué ou pas syndiqué. Laisse les gens travailler dans le shopping comme ils veulent. Les représentants syndicaux se disent étonnés par les propos des commerçants et condamnent a priori tout comportement qui pourrait s'apparenter à des pressions ou des intimidations sur les non-grévistes. Le message a été très clair. Si c'est le cas, on prendra nos mesures et il est hors de question qu'on fasse ce genre de message. Quant à lundi, nous serons présents ici avec les militants sur le piquet pour éviter toute échauffourée, toute provocation de part et d'autre, parce qu'on veut que les choses se passent bien, y compris avec les clients, puisque c'est souvent là qu'on a parfois des petits soucis. Malgré les menaces, les petits commerçants espèrent bien pouvoir travailler ce lundi et accueillir les clients. Ce lundi, nous, on sera bel et bien ouverts, donc pour nous, ça ne change rien du tout, c'est une journée comme une autre, on est indépendant. Si on ferme, ce n'est pas eux qui vont nous payer notre journée, moi je dois bosser, c'est comme ça que je dois gagner ma vie, donc nous, on sera ouverts. La direction de Basilix craint des tensions entre les grévistes et les non-grévistes dans sa galerie. Elle espère que les petits commerçants pourront travailler normalement ce lundi. Lundi, cette nouvelle grève tournante va donc paralyser Bruxelles. Et pour bloquer les gares du Nord et du Midi, on apprend que la CGSP Cheminots a invité les dockers anversois dans la capitale. Bonjour Michel Abdissi, vous êtes le président national de ce syndicat. Alors, lors de la manifestation du 6 novembre dernier, on se souvient que de violents affrontements avaient éclaté entre ces fameux dockers et la police. Était-ce vraiment une bonne idée de les convier à nouveau à vos côtés ? Bien, je tiens tout de suite à préciser que nous n'avons pas invité les travailleurs du port d'Anvers. Il y a un système de solidarité qui s'est organisé en fonction des grèves tournantes et il y aura bien des représentants au niveau de notre organisation syndicale qui seront présents dans les différents piquets de grève sur Bruxelles et dans les deux Brabants, mais il n'y a aucune invitation qui a été faite par notre organisation syndicale. Ils seront quand même, malgré tout, vous l'avez dit, présents. Le 6 novembre, une centaine de policiers avaient été blessés, des voitures avaient été brûlées. Vous ne craignez pas de nouveaux débordements lundi ? Mais quand je dis qu'ils seront présents, je précise bien que ce seront des délégués, des permanents syndicaux qui représentent les travailleurs du port d'Anvers. Et je précise que c'est un système qui a été mis en place sous forme de grève tournante et que les travailleurs du port d'Anvers, eux, ne seront pas en grève ce lundi. Les actions seront directement liées avec Bruxelles et les deux Brabants. Donc il n'y aura pas de représentants, je dirais, des dockers au niveau, je dirais, de la grève de ce lundi. Si, des permanents syndicaux et des délégués, mais rien d'autre. On comprend bien. Et en 2 mots, vous confirmez qu'il faut bien s'attendre à un blocage total de la capitale ce lundi ?
Mais moi, je ne peux parler bien sûr qu'au niveau du rail. Et donc là, je peux vous affirmer que nous aurons des piquets au niveau des gares du Bruxelles Midi et de Bruxelles Nord et que nous serons également présents en gare de Louvain et dans les sièges de travail au niveau des ateliers de traction, c'est-à-dire à Forêt et à Scarbeck. Circulation donc très difficile à prévoir. Merci Michel Abdissi d'avoir été avec nous en direct dans ce journal. Sur le plan politique maintenant, il y avait Conseil des ministres ce matin et on a évidemment reparlé de l'atmosphère très tendue hier à la Chambre. L'opposition, vous le savez, avait quitté l'hémicycle pour protester suite à la nouvelle polémique impliquant le ministre NVA de l'Intérieur, Yann Yambon. Loïc Parmentier avec Didier Clip. Et après la nuit qui porte conseil, le Conseil des ministres, bien sûr, des membres du gouvernement avec en tête, sans doute encore un peu, les images de cette opposition qui quitte les bancs du Parlement. En cause, la non-réponse du Premier ministre sur les mensonges de Yann Yambon, l'un des vice-premiers ministres. L'opposition est donc outrée et ce matin, devinez un peu, le gouvernement aussi, mais pas pour les mêmes raisons, évidemment. C'était pas très bien pour nous tous, je pense, parce que discussion concernant les procédures et pas le contenu, c'est dommage. On a l'impression de vivre une guérilla parlementaire. Je relativise un peu tout cela quand je vois ce qui se passe ailleurs dans le monde. Bon, essayons quand même de travailler un petit peu, ça devient un peu enfantin, je trouve, oui. Quelques heures plus tard, conférence de presse, il est question notamment de dumping social, de l'aide belge pour la Guinée face à Ebola ou encore du ticket modérateur des médecins spécialistes. Mais sur la polémique, rien. Y a-t-il d'autres questions? Nous tentons donc, une fois encore, d'avoir la position du Premier ministre face aux mensonges d'un des membres de son gouvernement. Il y a des membres du gouvernement qui ont tous été élus légitimement sur des listes parfaitement démocratique et je n'ai pas l'intention systématiquement de tomber dans le panneau de celles et de ceux qui veulent construire des polémiques tournées sur le passé. Nous sommes totalement mobilisés sur l'avenir. Et l'avenir immédiat pour le Premier ministre, c'est une réunion au Sénat et l'inauguration des festivités de Noël à Wavre ce soir. Hier soir, le Premier ministre s'exprimait pour la première fois depuis son entrée en fonction devant des chefs d'entreprise flamands. Charles Michel a rappelé le rôle primordial pour lui des entrepreneurs pour son pays. Bart De Wever était aussi présent. Le président de la NVA a reconnu que la tâche du gouvernement ne serait pas facile. Il a même souhaité bon courage à Charles Michel. Sébastien Degrave avec Gilles Gincler. Le Premier ministre accueilli dans la ville de Bart De Wever pour son premier discours au chef d'entreprise flamand. 54 jours après sa prise de fonction, Charles Michel a tendu la main au patron du nord du pays. Sans les petites, les moyennes et les grandes entreprises, nous n'avons pas les moyens de financer la solidarité. Un message accueilli chaleureusement par les directeurs d'entreprises flamands. Je crois qu'il a bien expliqué ce qu'il comptait mettre en place. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, des mesures seront prises pour nous soutenir. Les entrepreneurs ont confiance dans ce gouvernement parce que les entrepreneurs ressentent que ce gouvernement est en train de joindre la parole aux actes. Nous disons pas simplement, nous, la main sur le cœur, qu'il faut créer des emplois. Nous disons comment nous allons créer des emplois en créant un contexte favorable. Le Premier ministre francophone a aussi convaincu par la qualité de son néerlandais. Ce n'est pas Bart De Wever, mais il parle très bien flamand. Car l'autre star de la soirée, c'était sans conteste Bart De Wever. Le président de la NVA a insisté sur la situation budgétaire difficile, mais aussi sur l'obligation pour le gouvernement fédéral de réussir. Vous avez l'ambition d'apporter enfin un redressement, de prendre enfin les décisions difficiles dont nous récolterons les fruits plus tard. Et je vous souhaite beaucoup de persévérance et de courage. À défaut d'entretenir de bons rapports avec les syndicats, le patronat, lui, semble déjà acquis aux idées de la nouvelle coalition fédérale. Dans le reste de l'actualité, ce braquage ce matin vers 10 h dans un magasin Carrefour Market à Jumet. 3 individus encagoulés et munis d'armes de poing ont fait irruption dans le magasin. Ils ont exigé sous la menace le contenu des caisses. Ils ont ensuite pris la fuite avec leur butin dont le montant est encore inconnu. Il n'y a pas eu de blessés mais une personne se trouve en état de choc. Ce sont des images de Gaëtan Zanqueta et Fabien Vanov. Et puis le rapport d'enquête sur l'accident de train de Wetteren. Le 4 mai 2013, un train de wagon-citerne contenant des produits toxiques avait déraillé. 2000 riverains avaient été évacués. Les premiers éléments du rapport pointent parmi les causes la déficience du système de sécurité.
Mehdi Nemmouche a comparu ce matin pour la 3e fois devant la Chambre du Conseil de Bruxelles qui doit statuer sur son maintien ou non en détention. Bonjour Mathieu Langer, l'auteur présumé de la fusillade au musée juif est arrivé au palais sous haute sécurité. Oui, Mehdi Nemmouche est arrivé en fourgon, escorté par la police au palais de justice de Bruxelles. Son audience était prévue sur le coup de 11 h, mais a connu un peu de retard. Il faut dire qu'un dispositif de sécurité assez exceptionnel a été établi avec des policiers armés tous les 5 mètres aux abords de cette chambre du Conseil. Ces 2 avocats belges ne veulent faire aucun commentaire. Ils sont venus défendre l'auteur présumé de la fusillade du musée juif de Bruxelles, qui comparaissait donc pour la 3e fois. Le juge d'instruction, quant à lui, rendra son rapport dans le courant de cet après-midi, même s'il ne fait aucun doute que Mehdi Nemmouche restera maintenu en détention. Merci beaucoup à vous Mathieu. Aux Assises de Liège, c'est le procès Jarfi qui se poursuit. Bonjour Christine Calmeau. En attendant le déplacement de la cour lundi sur les lieux où avait été retrouvée la dépouille d'Hissane Jarfi, aujourd'hui ce sont les témoins de moralité des 4 accusés qui ont encore été entendus dans un procès qui a visiblement, il faut bien le dire, pris du retard. Christine. Oui Luc, nous en sommes grosso modo à la moitié des débats dans ce long procès qui a pris du retard, c'est vrai, pas mal de retard. Alors d'abord à cause de cette grève tournante, lundi dernier il n'y a pas eu d'audience, du retard ensuite parce que les avocats posent de très nombreuses questions et font beaucoup de commentaires, et puis du retard qui sera pris suite à la programmation, vous venez de le dire, de la visite de l'endroit où on a retrouvé la dépouille d'Hissane Jarfi à Villers-le-Temple. Alors pour le moment, on termine l'audition des témoins de moralité des 4 accusés. 144 personnes étaient appelées à la barre. En début de semaine prochaine, on entendra les parents d'Hissane Jarfi et sa famille. Et puis place au réquisitoire du ministère public, de l'avocat général Marianne Lejeune. Place aussi aux plaidoiries. D'abord les plaidoiries de la partie civile. Je vous rappelle qu'il y en a 17. Et puis on terminera avec les plaidoiries de la défense des 4 accusés. 17 plus 4, ça fait 21 plaidoiries. Ça risque de prendre du temps, mais le président de la cour d'assises, Philippe Gourlet, espère bien terminer ce procès avant le 24 décembre. Merci beaucoup Christine. Et puis le tribunal correctionnel d'Anvers lui a acquitté ce matin 46 membres d'une bande de trafiquants de drogue en raison d'une erreur de procédure. En cause des écoutes téléphoniques invalidées par le tribunal, ce qui a rendu impossible l'utilisation des preuves qui en ont été extraites. La bande était poursuivie pour avoir vendu de l'héroïne et de la cocaïne à des milliers de clients de 2007 à 2010. Des peines allant jusqu'à plus de 4 ans de prison ferme avaient été requises. La 6e et dernière victime belge du crash de l'avion MH17 a été identifiée. Ce Boeing de la Malaysia Airlines s'était écrasé en Ukraine le 17 juillet dernier, faisant 298 morts. Parmi eux, 6 Belges donc, que la DVI, le service d'identification des victimes de la police fédérale, a réussi à identifier aux Pays-Bas. François Genette. C'était le 9 octobre dernier. La petite localité de Brascat rendait un dernier hommage à 3 de ses habitants décédés lors du crash du vol MH17. Hier, la dernière des 6 victimes belges a été identifiée par le DVI, l'équipe d'identification des victimes de catastrophes. Un travail remarquable qui permet aujourd'hui aux familles touchées par cette tragédie de faire leur deuil. Ce travail d'identification fut tout sauf évident. L'avion, un Boeing 777 de la Malaysia Airlines reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, s'écrase le 17 juillet à côté du village ukrainien de Rabov. Très vite, la thèse d'un missile ayant touché l'appareil est privilégiée et les rebelles pro-russes, actifs dans la région, sont pointés du dos. Sur le site du crash, ceux-ci bouclent rapidement le périmètre. Ils déplacent les débris, pillent les bagages et laissent les corps à même le sol, sans aucune protection face au soleil. La zone étant de plus toujours soumise à des échanges de tirs, les experts internationaux n'arrivent que tardivement et leur travail est rendu très difficile par l'hostilité des militaires présents sur place. Finalement, le 21 juillet, 282 des 298 dépouilles sont récupérées et renvoyées aux Pays-Bas. Parmi elles, les victimes belges, elles sont à ce jour toutes identifiées. Cette mauvaise nouvelle pour l'emploi, la chaîne de magasins de vêtements Mex vient d'être déclarée en faillite par le tribunal de commerce d'Amsterdam. L'entreprise compte 315 magasins en Europe, emploie 1500 personnes, dont une centaine en Belgique. Les syndicats se disent surpris, une trentaine d'emplois avaient déjà été supprimés chez nous lors des 2 dernières restructurations.
Ce 5 décembre est la journée mondiale du bénévolat, l'occasion pour RTL de soutenir tous ceux qui œuvrent notamment pour la Croix-Rouge de Belgique. Une Croix-Rouge qui a décidé de développer son réseau d'épiceries sociales, ces magasins qui permettent d'acheter des marchandises à moitié prix. Et pour financer ce projet, eh bien, elle lance un appel aux dons sur Internet. Julien Crête, Gaëtan Zanqueta. C'est une visite que certains accomplissent chaque semaine. Ce matin, dans cet espace géré par la Croix-Rouge, Maria est venue profiter d'une épicerie un peu particulière. C'est pour 2 personnes, hein? Oui. Ici, le montant des articles est à diviser par 2. Des produits alimentaires de première nécessité, indispensables pour joindre les deux bouts. Quand vous voyez que j'ai pas de revenus depuis déjà 5 ans et demi, bientôt 6 ans, ça fait mal au cœur. Aller au CPS, il ne veut pas m'aider. C'est dur. Au total, 550 personnes, 75 familles profitent de ce dispositif. Problème, une épicerie à l'espace réduit et peu pratique pour les bénévoles. L'idée serait donc de l'agrandir. Comme vous pouvez constater, avec les cajots de légumes, on est vraiment très à l'étroit. Et donc on voudrait utiliser le local qui est juste à côté, en faisant simplement une porte ici entre deux. Ça permettrait de doubler la surface. Pour réaliser les travaux, la Croix-Rouge a décidé de se tourner vers un nouveau type de financement, le crowdfunding, ou comment soutenir une idée via Internet. Au total, 3 épiceries sociales seront concernées. 9 000 € devraient être récoltés, avec des dons de 5 € minimum, un plus. Ils vont pouvoir, sur une plateforme Internet, faire leurs dons et puis suivre concrètement ce que la Croix-Rouge va pouvoir faire de ce don. Chaque année, 2 500 000 € sont récoltés pour faire vivre les aides sociales de la Croix-Rouge. Si le montant des dons reste stable malgré la crise, des problèmes restent présents. Les demandes d'aide, elles, suivent une courbe exponentielle. On a plus ou moins 20% d'augmentation chaque année. Donc les dons n'équilibrent plus la balance. La Croix-Rouge espère dépasser rapidement les objectifs fixés pour développer d'autres projets. Et à ce propos, ne manquez pas ce soir après le journal l'émission Une croix sur la pauvreté, présentée par la nouvelle ambassadrice de la Croix-Rouge, Julie Taton. En bref, encore l'épargne des Belges est en baisse. Selon les chiffres de la Banque nationale de Belgique, en octobre, les Belges avaient au total 254,4 milliards d'euros sur leur compte épargne. C'est 200 millions de moins que le mois précédent. Cette nouvelle bavure policière, encore une, aux États-Unis. C'est cette fois en Arizona qu'un policier blanc a abattu un noir qu'il croyait armé alors qu'il ne l'était pas. Un 3e incident du même genre qui ravive les tensions raciales dans le pays. Hier soir, de nouvelles manifestations ont encore eu lieu dans plusieurs villes américaines. Jean-Pierre Martin. Romain Brisbane avait 36 ans, il était noir, il ne portait pas d'armes. Il y a 2 jours, une patrouille de police l'appréhende, le soupçonne de vendre de la drogue. L'homme se débat, un des 2 policiers l'abat de 2 coups de feu. Une enquête est ouverte, mais pour l'avocat de la famille de la victime, le policier ne peut pas justifier la légitime défense. Nous devons essayer de comprendre pourquoi la police se sent autorisée à tirer et à tuer, au lieu d'appréhender, de détenir ou d'emprisonner. Les bavures policières se multiplient depuis l'été. Par 2 fois, la justice, à Ferguson et avant-hier à New York, s'est rangée à la version officielle favorable à la police. Cette impunité est intolérable aux yeux d'un nombre de plus en plus grand d'Américains. Des milliers de New-Yorkais l'ont crié haut et fort hier soir dans les rues. Bill de Blasio, le maire de New York, dont l'épouse est noire et les enfants métis, appelle au calme, mais il exprime aussi la frustration des minorités. Les gens doivent savoir que la vie d'un noir ou d'un métis a autant d'importance que celle d'un blanc. Des questions fondamentales sont posées légitimement sur la manière dont nous respectons les droits des citoyens et sur celle dont nous pouvons réduire l'usage de la force dans les relations entre police et population. Les manifestations commencent à se répandre partout aux États-Unis. Elles témoignent d'un réveil des tensions raciales. Aux États-Unis, toujours après un report de 24 heures à cause d'une anomalie technique, la NASA vient de lancer sa capsule non habitée Orion, premier vaisseau américain depuis Apollo pouvant emmener des astronautes au-delà de l'orbite terrestre. Et un jour, qui sait, vers Mars, la puissante fusée Delta 4 à 2 étages s'est arrachée de son pas de tir à Cap Canaveral en Floride à 13h05, heure belge précise.
Retour sur Terre, quoique c'est demain que Saint-Nicolas fera sa tournée, mais dernier jour d'école oblige, c'est aujourd'hui qu'il rend visite aux enfants dans les classes. Exemple, à Flénu, dans une école maternelle et primaire, où tout le monde attendait avec impatience Saint-Nicolas, ou plutôt Sinterklaas, puisqu'il s'agissait de classes d'immersion en néerlandais. Julien Crête avec Michael Harvey. Le grand saint et son fidèle Zwarte Piet pour une entrée très attendue dans cette école où le français et le néerlandais font partie du quotidien des élèves. Dans cette classe de 3e maternelle, une vingtaine d'enfants récitent la chanson qu'ils ont appris pour l'occasion. La traduction est assurée par Hugo. Ils déposent les bonbons dans les chaussures et les bottes. En dan, wat zeggen wij? Merci. Tout ce qui est recettes, poésie, chansons, livres d'images, tout se fait uniquement en néerlandais. Avec vous, pas de Saint-Nicolas. Pas de Saint-Nicolas, uniquement Sinterklaas. Zijn jullie klaar? Ja. Sinterklaas kapoentje. À quelques mètres d'ici, une autre classe de 2e primaire cette fois. Là aussi, la venue du grand saint a été préparée en néerlandais pour le bonheur des élèves. On peut chanter en néerlandais, il y a de toutes sortes qu'on peut chanter. Donc ça, on peut créer des chansons. Il faut bien leur apprendre toutes les langues qui peuvent exister. Ça permet d'avoir d'autres communautés et d'avoir aussi une facilité dans la vie plus tard. Vous appréciez autant les chansons en néerlandais qu'en français? Mais tout, du moment que ça vient du cœur, c'est tout le temps aussi bien l'un que l'autre. Dans cette école, l'apprentissage prend donc des tournures parfois étonnantes. Prochaine étape pour les élèves, se familiariser avec celui qui se fait appeler Kerstman au nord du pays, le Père Noël. Le prix de l'essence en baisse dès demain, samedi, comptez 4,7 centimes d'euros de moins le litre, tant pour la Super 95 que pour la Super 98. Le prix Victor Rossel a été décerné hier soir à Edwige Jean Mahar pour son premier roman Blanes, paru chez Gallimard. Blanes, c'est le nom d'une station balnéaire près de Barcelone. Barcelone où vit depuis 7 ans cet auteur belge originaire de Namur. Souvent qualifié de Goncourt belge, le prix Rossel couronne un ouvrage de nouvelles en langue française dont l'auteur est belge ou domicilié en Belgique. Ce sont des images de Catalina Jacob. Un coup de projecteur maintenant, c'est le cas de le dire, sur un jeune réalisateur Carolo de 21 ans. Frédéric Legrand, c'est son nom, signe un court-métrage pour lequel il a réussi à obtenir de l'aide de la ville, des entreprises et même d'un certain François Pirette. Ils sont tous tombés sous le charme de son univers. Nicolas Beutars, Benjamin Van Kelst. Un manoir abandonné, un cercueil de vieux grimoires. Tout cela n'existe pas ou presque. Frédéric Legrand, le réalisateur du film Edgar et la 12 demoiselles, installe les derniers éléments de son décor sur ce Green Key, un écran vert qui accueille cet univers virtuel entièrement créé par ordinateur. Que grâce au fond vert, on a juste quelques accessoires principaux du film et le reste est incrusté en direct avec un tracking 3D en live. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Edgar et la 12 demoiselles est un conte gothique, teinté de fantastique et de romantisme. Il y a des monstres, une araignée et une voix, celle de François Pirette. Dès l'aube, la 12 demoiselle, l'araignée et Edgar entreprirent d'aller découvrir le monde. À 21 ans, Frédéric est autodidacte. Il aime le cinéma et a décidé d'en faire son métier. Il réalise des courts-métrages depuis quelques années déjà, mais aujourd'hui, il passe à la vitesse supérieure. Fini l'artisanat. Le voilà dans un véritable studio, avec des effets spéciaux comme à Hollywood. Et c'est à Marcinelle que tout se passe, chez Keywall, des studios spécialisés dans le numérique. Des studios séduits par le talent du jeune Carolo. Le plus important, c'est de se dire, voilà, c'est quelqu'un de la région de Charleroi, qui encourage tous les types de développement ou de création d'activités un petit peu différentes. Ça a été le cas ici avec Dreamwall et Keywall depuis quelques années. Donc c'est à mon tour aussi d'encourager et de permettre en tout cas l'éclosion de talents comme ceux-là. Quand il ne tourne pas en studio, Frédéric travaille chez lui, à la maison, dans sa chambre. Toutes les étapes de production de ses films sont élaborées dans cette pièce. Ici, mon bureau, de
pré-prod, prod et post-prod. On fait les costumes, les tests maquillage, les tests photos. Après, on organise les plannings de tournage. Après, il y a la post-production, les effets spéciaux. On fait donc le montage, le mixage. Tout se passe ici, voilà, dans cette petite pièce. Et voilà, on essaye de faire après un film fini, plus ou moins professionnel, j'espère. Dans Edgar et la douce demoiselle, on parle surtout d'amour, l'amour du cinéma de Frédéric, qui, espérons-le, le mènera loin. Et on l'espère aussi. Notre invité ce midi termine en beauté une année plutôt bien remplie. On va en parler tout de suite avec vous. M. Pokora, bonjour. Bonjour. Alors moi je sais pas, on dit M. Pokora, Matt Pokora. Votre vrai prénom c'est Mathieu, c'est ça? Mathieu. Alors on dit quoi? Vous pouvez m'appeler Matt, Mathieu. Voilà, alors Matt, comment allez-vous? Ça va très bien. Grosse journée de promo aujourd'hui puisque vous parlez d'un album qui n'est pas encore sorti. C'est un album qui va sortir, je pense, en février de l'année prochaine, février 2015. Février. Ça s'appelle RED, alors R-E-D pour rythme extrêmement dangereux. C'est quoi l'idée? C'est que ça va faire mal? C'est que, en fait, comme j'expliquais dans un petit teaser que j'ai envoyé il y a quelques semaines de ça, c'est, voilà, il se peut que pendant cette expérience, vous ayez des fourmis dans les jambes et laissez-vous aller, c'est tout à fait normal et voilà, c'est plus... c'est un album de divertissement aussi. Voilà, pour moi, la musique, c'est fait avant tout pour danser, pour se laisser aller. Et c'est ce que j'espère réussir à faire avec les gens qui vont écouter cet album. C'est votre 6e album, déjà. Il y aura une tournée aussi, on va en reparler. On va donner la date tout à l'heure, puisque vous serez de passage en Belgique. Quel chemin parcouru en quoi, une dizaine d'années depuis, ça fait 11 ans, depuis que vous avez remporté l'émission Popstar? C'est ça, c'était en 2003, donc ça fait maintenant 11 ans. Et voilà, chaque année, je suis surpris par le succès de la tournée ou de l'album qui a précédé. Et je me dis comment faire mieux à chaque fois. Et donc voilà, ça me permet aussi de me remettre en question régulièrement et d'essayer à chaque fois, chaque album, chaque tournée, de proposer un spectacle encore mieux que le précédent. Et voilà, je suis surtout ravi qu'au bout de 11 ans, ça se passe aussi bien. Et ça va de mieux en mieux. L'album, on l'a dit, sortira en février 2015. Il y a déjà un titre qui est sorti, ça s'appelle On danse, justement. Voilà. On va regarder un extrait, on se retrouve tout de suite après. D'accord. Regardez. Rythme extrêmement dangereux. Voilà, c'est pas vraiment un extrait du clip. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle le teaser. Hein, c'est la bande-annonce pour lancer l'album et la tournée. Qu'est-ce qu'il a de différent, de plus, cet album, que n'avaient peut-être pas les précédents? Déjà, je me suis encore plus penché sur les textes. J'ai fait appel à différents auteurs. Donc c'est vrai qu'à 29 ans, on n'a pas envie d'utiliser les mêmes mots ou de raconter les mêmes choses qu'à 18 ans. Et donc déjà, en termes de texte, j'ai voulu vraiment passer un cap. Musicalement aussi, sur cet album, il y a beaucoup d'instruments live, beaucoup de cuivre, de cordes, de guitare. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de programmation que sur mes albums précédents. Et c'est un album qui a été vraiment pensé pour la scène, pour le spectacle, pour faire en sorte, voilà, de faire sonner tout ça en live. Et de nous permettre aussi chorégraphiquement, visuellement, de faire des beaux tableaux et bien différents. Voilà. Ouais. Alors je disais tout à l'heure, effectivement, 2014 a été une année bien remplie pour vous. On vous a vu beaucoup, notamment en télé, fameuse émission de danse. Vous avez même été mis à l'honneur à Strasbourg aussi, puisque c'est votre ville d'origine. Vous avez fait du doublage, notamment dans le film Rio 2, le dessin animé Rio 2. Vous faisiez le perroquet, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, un des perroquets. Et puis il y avait aussi l'aventure Robin des Bois qu'on a terminé. Justement, alors après la comédie musicale, le cinéma, c'est un truc qui vous tente? Le cinéma, oui, c'est sûr que pour moi, c'est une prochaine étape. Bon, étant donné que là, avec cette année bien chargée, je vais pas avoir trop le temps de me pencher sur un film ou ne serait-ce que de m'entraîner pour un rôle. Il y a des touches. Il y a des propositions, voilà, je réfléchis à tout ça et c'est vrai que j'ai envie de prendre le temps de bien le faire. Donc, J'ai même lu, M. Pokora, que vous seriez même prêt à effacer, à gommer certains de vos tatouages pour les besoins d'un film, c'est vrai?
c'est même plus pour moi que pour les besoins d'un film. C'est vrai que... Alors parlons-en de ces tatouages, parce que c'est quand même un signe distinctif chez vous. Vous en avez beaucoup. Vous en avez combien? Je sais pas. Je sais pas, j'ai les deux bras remplis, j'en ai un peu. Il y a de la lecture chez vous. Hein. Ouais, il y a de la lecture. On s'ennuie pas en tout cas. On peut passer une bonne soirée au coin d'un feu en lisant mes tatouages. Mais trop pour vous. Vous vous dites à un moment donné, je vais en en grandissant en fait, et pour même ceux qui nous écoutent et qui se font des tatouages très jeunes, c'est vrai que voilà, je regrette absolument pas d'en avoir fait les 3/4, mais c'est vrai qu'il y a des endroits comme le cou où c'est apparent, et des fois à certains âges, ils ont tous une signification, ces tatouages. Ils ont tous une signification, oui. Ils sont liés à des moments de votre vie. Des moments de ma vie. C'est des personnes qui ont été importantes pour moi. C'est des périodes, c'est des phrases, des mots, des choses qui me parlent, qui me correspondent, c'est ma philosophie, ma façon de penser. Donc ouais, ils ont tous une signification. Alors, nouvel album, on l'a dit, et une tournée aussi. Vous serez de passage chez nous, à Bruxelles, au Palais 12, le 8 mai 2015. Il risque d'y avoir du monde, parce qu'on sait que il y a déjà du monde qui sont allés chercher leur billet. Et vous aimez le public belge également? C'est vrai, c'est une belle histoire entre le public belge et moi depuis maintenant 11 ans. J'ai toujours eu un accueil extraordinaire, même dans des tournées qui étaient un peu moindres il y a quelques années de ça. On remplissait quand même ici Forêt Nationale. Donc c'est vrai que ça a toujours été une belle histoire entre ce public et moi. Et j'espère qu'ils ne seront pas déçus de faire le voyage au Palais 12 cette année. Rendez-vous donc sur scène au Palais 12 le 8 mai 2015. Notez bien la date, et dans les bacs avec ce nouvel album Red R.E.D. en février. Merci M. Pokora, et à bientôt. J'espère. Merci à vous. La bourse de Bruxelles, avant de se quitter, l'indice Belvin est en hausse ce midi de 1,37% à 3313 points. Le kilo d'or s'échange 31 515 €, est en hausse, et 1 euro vaut $1,24. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo d'Audrey Lenens, suivi du face-à-face. Ce soir, c'est Michel Demacte qui vous informera à 19 h. Très bel après-midi, bon week-end, et à lundi. Retrouvez toute l'info en radio sur Bel RTL et en continu sur rtlinfo.be.